peuple de France, ici rassemblé, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. François Hollande, élu président de la République avec 51,62% des voix. Il était minuit 42 précisément, vous l'avez vu sur ces images, place de la Bastille. Nous vous proposons une émission spéciale. Nous allons décrypter ensemble pendant une heure le long cheminement de cet homme de 57 ans, élu député en 1988, président du Conseil général de Corrèze, à la tête du Parti socialiste pendant 11 ans. Il devient donc le 7e président de la 5e République. Qui est donc François Hollande ? Quelle est sa personnalité? L'homme a-t-il changé, évolué pendant ces années et durant la campagne? Nous en parlons avec nos invités que je vous présente tout de suite. Hélène Jouan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des magazines de France Inter et auteure de ce livre, Le Petit Hollande, illustré par l'exemple avec beaucoup d'humour, des pics et on le verra, est-ce que c'est un humour corrosif? Philippe Lanchner, bonjour, président de McCann Communication. Vous êtes un spécialiste de la communication politique. On verra avec vous évidemment le parcours et la communication autour de François Hollande. Richard Michel, bonjour, journaliste, auteur d'une biographie sur François Hollande avec ce titre L'inattendu. Vous nous expliquerez pourquoi l'inattendu. Et Olivier Faure, vous êtes l'un des proches, l'un des plus fidèles de François Hollande. Vous avez été son directeur de cabinet au Parti socialiste, secrétaire général du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, candidat aux prochaines élections législatives. C'est dans peu de temps, hein, vous serez en Seine-et-Marne. Et nous parlerons sous votre contrôle, c'est ce qu'on appelle un petit peu le fact-checking. Vous allez contrôler ce que l'on va dire, vous qui connaissez si bien François Hollande. Mais tout d'abord, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore exactement le parcours de François Hollande, voici le récit de Jean-Baptiste Daoulas. Février 2012, en campagne, François Hollande revient dans la ville de son enfance. Rouen, son pensionnat catholique austère, son club de foot, une vie tranquille qui se termine quand ses parents déménagent à Neuilly en 1968. Comme mes parents avaient déménagé, j'avais 13-14 ans, on est toujours un peu malheureux. Donc, mais ils m'ont rendu grand service aussi parce qu'ils m'ont permis d'arriver à Paris, de faire des études que je n'aurais jamais entreprises si je n'avais pas été sur place. Sciences Po, HEC, l'ENA, le jeune diplômé devient conseiller de François Mitterrand. Une ascension rapide, mais personne encore ne l'imagine un jour à l'Élysée. Il n'est pas tombé dans la marmite en étant tout petit en disant je serai président. Pas du tout. Est-ce que l'ambition? Oui, l'ambition, l'envie de progresser. Mais François Hollande, c'est quelqu'un qui conduit les choses par étapes. La première étape de sa vie politique l'amène en Corrèze en 1981. Battu par Jacques Chirac aux législatives, François Hollande gagne une implantation locale. En 1988, la troisième tentative est la bonne, il est élu député, en même temps que sa compagne Ségolène Royal. François Hollande sort de l'ombre en 1997. Lionel Jospin lui confie les clés du Parti socialiste. Il passera 11 ans au poste de premier secrétaire. Un record parfois douloureux. Fraise des Bois, Flamby, Guimauve le Conquérant, autant de surnoms inventés par les éléphants du PS. C'est quelqu'un qu'on décrit comme gentil et naïf, alors qu'en fait, il y a une assez haute opinion de lui-même. Il ne doute pas de lui. Et c'est ce qui fait ce paradoxe, c'est qu'il n'a pas de problème d'ego, mais il est gentil, il se laisse sous-estimer, mais en même temps, lui, ne se sous-estime pas. François Hollande croit en lui, mais les années 2000 sont celles du doute. En 2006, en pleine crise conjugale, il doit s'effacer devant Ségolène Royal dans la course à la présidentielle. Le chemin de croix prend fin en 2008 au congrès de Reims. Incapable de pacifier un parti déchiré entre Ségolène Royal et Martine Aubry, il quitte la direction par la petite porte. Il était fini, c'était un homme fini pour les autres. Et lui, paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'il va se reconstruire. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la décision de devenir candidat à l'élection présidentielle, elle se prend rarement dans des moments euphoriques. François Hollande se lance dans la campagne bien avant ses concurrents. Aminci, déterminé, épanoui avec sa nouvelle compagne Valérie Trierweiler, à aucun moment le socialiste n'a semblé douter de sa victoire. Voilà pour le récit de Jean-Baptiste Daoulas. Et vous le voyez à la une de Libération ce matin, un titre qui revient souvent quand on propose de parler de François Hollande, c'est « Normal ». Olivier Faure, un président normal, c'est ce qui caractérise François Hollande. Quelqu'un de normal, qu'est-ce que ça veut dire? Il a essayé de le définir lui-même. C'est-à-dire d'abord par rapport à un président qu'il considérait comme ayant un comportement plutôt anormal. Et puis c'est le retour à une forme de France apaisée
et je crois une présidence normalisée. Mais si on parle de François Hollande que vous connaissez, c'est quelqu'un qui est proche des gens, c'est quelqu'un... Comment vous pouvez nous le décrire en quelques mots, vous qui le connaissez bien? Marie-Ève Malouine tout à l'heure le décrivait assez justement, je crois, quelqu'un qui a confiance à la fois en lui-même, confiance en les autres, qui sait déléguer, qui sait travailler en équipe et qui a une volonté d'acier. Et Hélène Jouan, on dit que c'est quelqu'un de pudique et secret, c'est vrai? Oui, je voudrais juste revenir sur normal, parce que normal, on l'applique maintenant à l'anormalité de Nicolas Sarkozy, sauf que quand il invente cette histoire de candidat normal, à l'époque, c'est plus en contrepoint de Dominique Strauss-Kahn qui est dans la course que de Nicolas Sarkozy. Alors il se trouve que ça peut servir pour les deux. Oui, mais ça peut servir pour les deux. Donc aujourd'hui, on ne retient de l'histoire que c'est effectivement qu'en opposition avec Nicolas Sarkozy, à l'époque, il a cette intelligence de se dire que ça peut servir pour les deux. Oui, si on revient sur le personnage, pudique, secret, selon vous, Richard Michel et Hélène Jouan? Oui, mais effectivement, même ses amis les plus proches disent, alors Michel Sapin, là, disent que c'est très compliqué de connaître son intimité. C'est quelqu'un qui ne se dévoile pas, c'est quelqu'un qui dit très peu de choses de lui-même et qui en même temps a effectivement une bonhomie, une jovialité qui est réelle, qui n'est pas factice. Richard Michel. C'est clair que c'est un homme très sympathique, affable, qui aime la vie, comme on dit. Mais quand on dit normal, pour moi, c'est avant tout dans le sens, en tout cas on doit l'entendre de cette manière, c'est un homme très lucide. Lucide de ce qu'il est, de ce qu'il veut, et lucide des rapports de force. En 2008, il savait très bien où il était. Il a dû remonter la pente. La fin de congrès, je dirais, de Reims. On va en parler dans un instant, voilà. Richard. Donc, lucide. Si on doit retenir quelque chose de lui, c'est un homme très très lucide de ce qui se passe, y compris autour de lui. Philippe Linchner, il détonne un petit peu par rapport au parcours des autres que vous voyez en politique ou pas? Ou est-ce que vous direz que finalement c'est un homme politique comme un autre? Non, je crois que la Ve République l'a sauvé. Pourquoi? C'est-à-dire que pourquoi? Parce que c'est Sartre, quoi. L'enfer, c'est les autres. Il a vécu un enfer quand il était patron de parti, qu'il était un point d'équilibre. Et puis à un moment donné, la Ve l'a sauvé parce qu'il est sorti de tout ça. Et puis brusquement, il a eu rendez-vous avec lui-même. Et puis il a fait un chemin qui a été son chemin. Enfin débarrassé des autres. Cet homme a été sauvé par la Ve République. Hélène Jouan, je reviens peut-être juste sur votre livre où on parle beaucoup d'humour, de l'humour en politique. Il en faut et il en a beaucoup, François Hollande. Ça lui sert, ça lui dessert. Il a essayé d'en avoir le moins possible, notamment pendant les primaires, parce que tous ses amis lui ont dit attention, vous savez qu'il est longtemps passé pour Monsieur Petite Blague, oui. Qu'on essayait que tous les journalistes. Il y en a beaucoup dans votre livre. Il y en a, mais sauf que c'est pas un Monsieur Petite Blague, c'est quelqu'un qui effectivement a un humour qui lui permet de dire des choses en politique. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit naturellement et qui s'en sert effectivement en politique. Et c'est assez rare. Alors il se trouve que Nicolas Sarkozy est aussi un de ceux. Alors il a beaucoup effacé cet humour pendant 5 ans, mais c'est un de ceux qui a de l'humour. Nicolas Sarkozy, il a décidé, encore une fois qu'il était président, de ne plus s'en servir. On va voir si François Hollande, candidat drôle et candidat normal, va être un président normal et un président qui a de l'humour. Alors, on poursuit notre émission et tout au long de cette émission, nous vous proposons donc un petit retour en arrière. Comment est née cette candidature? On vous disait tout au long du cheminement de ce processus. Olivier Faure, vous devez peut-être vous rappeler de ces images qu'on va voir dans un instant. C'est peut-être pas forcément un très bon souvenir, mais c'est une étape dans le parcours de François Hollande. C'était le 16 novembre 2008, le congrès du Parti socialiste à Reims. La motion qu'il soutient perd le congrès, la fin des responsabilités au Parti socialiste. Écoutez ce qu'il disait à l'époque, François Hollande, en direct, c'était sur Public Sénat à la fin de son discours. J'ai maintenant la volonté d'être utile au Parti socialiste à la gauche d'une autre façon. J'ai été pendant 10 ans premier secrétaire. Il y a une vie, je vous le promets, après. Un mot sur quelle vie après? Mais la vie d'un parlementaire, d'un responsable national qui veut faire gagner la gauche. Alors ça va me prendre beaucoup de temps, mais je n'aurai plus, c'est normal, je l'ai voulu ainsi, toutes ces réunions. Et je me posais toujours la question, mais qu'est-ce que font mes camarades qui ont quelquefois les mêmes ambitions que les miennes, pendant toutes les réunions que je préside comme premier secrétaire? Eh bien maintenant, je n'aurai plus à me poser cette question, je ferai ce qu'ils auraient dû faire. Olivier Faure, ça vous rappelle des souvenirs? Est-ce que c'est le vrai début de quelque chose? Oui, c'est le début d'autre chose. Il ne commence pas après le congrès de Reims. Mais c'est vrai qu'il a été pendant très longtemps le porte-parole des autres.
Et d'un seul coup, il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus à porter la parole collective, mais à se définir par rapport à lui-même. Ce qui a été un grand changement. Depuis longtemps, il savait qu'il avait rendez-vous effectivement avec une forme d'exercice un peu différent de celui qu'il avait connu jusqu'alors. Mais c'est vrai que c'est un grand changement, c'est un bouleversement dans sa vie. Oui, alors qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là, ou une sorte de traversée du désert en fait? Mais il a traversé effectivement le désert, mais... il a traversé la France surtout. Il a traversé beaucoup la France, il est parti à la rencontre des Français très tôt. Ce qui a toujours été extraordinaire avec lui, c'est qu'en même temps, même quand dans les tout débuts nous nous réunissions à quelques-uns autour de lui, après ce fameux congrès de Reims, il n'a jamais baissé complètement la garde, ni ne s'est là, quand on le laissé voit, aller. en 2008, il sait déjà qu'il sera candidat en 2012? Je ne sais pas s'il sait qu'il sera candidat en 2012. Il en a l'envie, mais il avait déjà l'envie avant. Et il s'est construit dans la durée. On ne construit pas une candidature à l'élection présidentielle sur un coup de tête en un an, un jour de... Philippe Lansonner, une traversée du désert, c'est obligatoire pour devenir président de la République? Nicolas Sarkozy l'a eu, Jacques Chirac l'a eu également? Je ne crois pas, parce que c'est quand même des traversées de bac à sable. Hein. Elles ne durent pas très longtemps. Celle de Lionel Jospin, si vous en souvenez, avait duré. C'est-à-dire que c'est fini, cette histoire de Gaulle qui part pendant des années. Par contre, ce qu'il faut, je crois, à nouveau, il faut comprendre la logique de nos institutions. Hein. On n'est pas aux États-Unis, on est en France. Il y a une 5e République. Il y a des êtres humains. Regardez, on reste au Parti Socialiste. Ségolène Royal en 2007. Manuel Valls aujourd'hui, Arnaud Montebourg aujourd'hui, sont des gens qui, dans le cadre de congrès de Parti Socialiste, auraient des motions à 2,5%, 3%. Quand ils ont rendez-vous avec le peuple, brusquement, ils ont cette onction qui fait que... Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a la mise en avant d'une personnalité, le fait d'avoir rendez-vous avec eux-mêmes et de se libérer obligatoirement, de se libérer de ce carcan qu'est le Parti Socialiste. Alors Hélène Jouan, on est en 2008, François Hollande s'écarte un petit peu de la vie politique, hein, en quelque sorte. Plus personne ne s'intéresse à lui et les sondages d'opinion sont vraiment pas bons. Oui, je crois qu'on appelait les gens qui se réunissaient autour de lui à l'époque le club des 3%, ou parce qu'on avait à un moment donné crédité de 3%. Je ne savais pas que c'était comme ça qu'on avait été rebaptisé, mais c'était... Non, c'est vrai que quand il se lance, et même quand il se lance le 31 mars 2008 à Tulle, qu'il est candidat, encore une fois, il y a encore Dominique Strauss-Kahn dans les parages, qui n'est pas encore candidat, mais que tout le monde attend. Tout le monde le regarde avec un petit peu... Lui, il croit déjà, évidemment, très fort à l'époque. Ses proches, je crois, y croient très fort. Mais il ne faudrait pas qu'on réécrive maintenant l'histoire de François Hollande. Moi, je suis d'accord, il n'a pas tout à coup découvert en 2008 qu'il voulait être candidat. C'était un long processus. Déjà en 2007, on sait que Ségolène Royal... Mais d'être le premier secrétaire du Parti Socialiste pendant 11 ans participe de ce processus. Alors après, il faut évidemment s'en libérer pour passer à autre chose, avoir ce rendez-vous avec le peuple, etc. Richard Michel, libéré du Parti Socialiste, c'était très important aussi pour François Hollande. Il était un peu cadenassé finalement. Il faut revenir à des choses toutes simples. Et je vous ai parlé de lucidité. Après le congrès, il est abattu. Il a pas gagné la partie, il n'a pas passé le flambeau à Delanoë comme il aurait souhaité. Donc il part abattu. Il y a sa mère, sa maman qui décède aussi au mois de janvier, ça l'a profondément marqué. Donc il vit un premier trimestre 2009 très difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a autour de lui ce que j'appelle les hommes de granit. Et vous en faites partie sans être, Olivier Faure, sans être breton. Et les hommes de granit, je les appelle parce qu'ils sont bretons. Hein, vous les connaissez, c'est Jean-Yves Le Drian, c'est Bernard Poignon, c'est Stéphane Le Foll, c'est Bruno Leroux. C'est cette petite équipe qui entoure François Hollande. Cette équipe qui ne le lâche pas et surtout qui a un moment de grande vérité avec lui. Il lui explique maintenant c'est terminé, tu t'émancipes du parti, tu vas retravailler autrement, tu vas te reconstruire. C'est ça qui est important dans l'histoire de cet homme. Parce que si on veut qualifier sa victoire d'hier, c'est une victoire méritée mais qui a été construite avec le temps. Alors l'heure a sonné. Après une cure d'abstinence médiatique, François Hollande refait surface. C'était le 28 février 2010 sur Public Sénat, dans l'émission de Gilles Leclerc, Terrain politique. Il évoque pour la première fois, et pas à demi-mot, ses ambitions. Regardez et écoutez bien. Il y a 3 conditions. Il ressemble à quoi le candidat qui gagnera, ou la candidate, sera celui ou celle qui aura fait l'unité. L'unité de son camp, c'est-à-dire au sens le plus large possible. La deuxième condition, il faut que ce candidat, cette candidate, ait la crédibilité. Il s'agit d'être président de la République dans un moment exceptionnellement difficile. D'un pays comme la France, qui n'est pas n'importe quelle nation, avec une situation
d'endettement, de chômage, de précarité, de difficultés qui n'autorisent pas de faire toutes les promesses dans n'importe quelle condition. Moi, j'ai dit que je me préparais parce que c'est ma responsabilité, compte tenu des fonctions que j'ai occupées, compte tenu de la place que j'entends occuper et prendre dans la vie politique française, il est normal que je puisse travailler à chercher l'issue. Hélène Jouan, quand vous entendez maintenant François Hollande, le 28 février 2010, qu'est-ce que vous dites? 3 conditions. Il le savait déjà finalement qu'il serait candidat là? Oui, puis il donne effectivement les axes de sa campagne. Alors peut-être Tout est déjà lancé. Hein. Peut-être qu'il ne savait pas s'il serait justement dans les bonnes circonstances, puisque c'est ce qui avait joué en 2006 et en 2007 pour qu'il ne soit pas candidat. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour François Hollande de savoir, il y a lui, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui travaillent autour de lui, et puis il y a les circonstances. Est-ce que c'est le bon homme au bon moment? Là, il prépare ça. C'est vrai qu'on l'écoute relativement peu à l'époque. C'est amusant de voir ça. On l'écoute peu à l'époque. Olivier Faure, est-ce qu'à l'époque déjà vous aviez mis en place cette campagne, les thèmes, les thématiques et les petites phrases également? Qu'est-ce qui se passe ce 28 février 2010? On y réfléchissait, mais ce qu'on vient de voir à l'image est quand même assez étonnant parce qu'en réalité, il fixe des conditions qu'à l'époque lui-même ne réunit pas. Il se jette un défi à lui-même, il considère qu'il y a un certain nombre de choses qui sont... Enfin, il sait qu'il a un certain nombre d'étapes à franchir, il sait qu'il est pas complètement crédible, qu'il ne réalise plus l'unité, il n'est plus premier secrétaire. Et malgré tout, il sait quelles sont les clés d'une victoire, il les définit, et après il cherche à rentrer étape après étape dans tous les critères qu'il a lui-même fixés. Mais il sait que c'est une reconstruction qui est longue, et donc ça a été un travail d'abord sur le fond, avec un certain nombre de thèmes sur lesquels il est venu, pacte productif, éducatif, Olivier etc. Faure, vous le dites, et lui-même peut-être ne croit pas forcément en ses chances. Je crois qu'il sait dès le départ qu'il a ses chances, mais il sait aussi qu'il y a un effort à fournir et que rien ne se fera naturellement, que personne ne l'attend, et c'est justement peut-être parce que personne ne l'attend qu'il est libéré de tout ce qui a pesé jusqu'ici sur lui. Philippe Leuschner, sous-estimé, c'est peut-être aussi une des clés de sa victoire, François Hollande? Ah oui, fondamental. Fondamental, tout le monde l'a sous-estimé. Personne ne l'a jamais vu venir. Lui a toujours été... Du Parti Socialiste jusqu'au candidat Nicolas Sarkozy? De partout. Maintenant, il faut être quand même honnête. Vu de l'extérieur, il n'y avait pas d'évidence tout de même. Il n'y avait pas d'évidence. C'est-à-dire que tout le monde a été estomaqué de cette campagne. Tout le monde a été estomaqué. La façon dont, au fur et à mesure, il est devenu un autre personnage, la façon dont il a su s'émanciper des entourages, la façon dont plus personne n'a pu avoir prise sur lui, la façon dont il a décidé, le changement c'est maintenant, c'est lui, l'affiche c'est lui, etc. Il y a quand même eu quelque chose d'assez surprenant. Richard Michel et Hélène Jouan. Juste une anecdote que je raconte dans mon livre. Il y a 6 mois de cela ou 5 mois de cela, Nicolas Sarkozy est à l'Élysée, devant toute une série de personnalités, je crois qu'il remet des médailles, je ne sais pas, et quelqu'un lui pose la question, qui est François Hollande? Et François Hollande prend un verre, Nicolas Sarkozy prend un verre, prend un morceau de sucre, laisse tomber le sucre, et dit voilà, ça c'est François Hollande. Donc ça symbolise, je dirais, l'approche que Nicolas Sarkozy a eue de François Hollande, qui est assez ubuesque, je veux dire, il l'a vraiment sous-estimé. Hélène Jouan. Mais on a vu ça jusqu'au débat du 2 mai, le débat de l'entre-deux tours, où Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse, avant de dire à son entourage, à quelques journalistes, je vais l'exploser, en se disant je vais le débusquer, c'est-à-dire pour ça qu'il demandait 3 débats et que François Hollande a décidé d'en avoir qu'un, mais non seulement il ne l'a pas explosé, mais pour la première fois, Nicolas Sarkozy était très mauvais à la télé, incapable d'interrompre François Hollande, et comme un peu fasciné par cet homme qu'il découvrait tout à coup le 2 mai. Alors Hélène Jouan, je vous coupe parce que le débat, on va en parler, mais on va garder un tout petit peu pour la suite. On est le 31 mars 2011. François Hollande profite de la victoire de la gauche aux élections cantonales et annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Il a choisi sa ville de Tulle, entourée par les Corésiens. Vous allez le voir et l'entendre, le ton est solennel, la transformation physique est remarquée. J'estime qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il y a même urgence. Il faut à un moment qu'il y ait des idées et une incarnation du changement. Et c'est la raison pour laquelle, ici à Tulle, devant vous, mes amis, j'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle à travers la primaire du Parti socialiste. Alors nous, ici, en direct, on avait suivi cet événement, et ce qui nous avait bien sûr marqué tous, c'est cette transformation physique, cette déclaration très solennelle. Olivier Faure, tout ça a été préparé, mais là, on découvre François Hollande.
Le nouveau Oui, François Hollande, peut-être. surtout ce qu'on découvre ce jour-là, c'est bien sûr une transformation physique que on a pu suivre au cours des mois, mais surtout quelqu'un qui est déterminé, parce qu'au moment où il parle, il n'est pas le favori à gauche. Dominique Strauss-Kahn est encore candidat potentiel, et donc il affiche une détermination que personne ne lui connaissait encore, et qui a beaucoup compté pour la suite, parce que quand Dominique Strauss-Kahn a disparu du jeu présidentiel pour les raisons que chacun connaît, chacun a aussi en mémoire le fait que François Hollande était déjà candidat alors que Dominique Strauss-Kahn était encore le favori des sondages. Et donc il affiche à ce moment-là une détermination que personne ne lui connaissait. Et il dit, moi j'y vais, quelle que soit les pressions, donc là il se jette dans la bataille, il ne peut plus reculer, il se jette à l'eau. Et c'est un acte très fort, parce que ça veut dire, moi j'en ai envie. Et j'ai envie de travailler pour vous, avec vous, je veux être le président des Français. Donc ce que vous dites, c'est que là, il prend un risque. Oui, une envie, il prend un risque. Richard Michel. Plus que ça, je pense que c'est vraiment son grand discours de combat pour les présidentielles. C'est le premier round du match. Quand on parle, on va reparler du débat, on a dit c'est le match. Non, le début du grand match, c'est le 31 mars à Tulle. Et pourquoi ? Il est obligé de s'engager fort, il est obligé de cogner fort, parce qu'il y a un sondage qui, quelques mois avant, est sorti, un sondage de l'IFOP, qui dit quoi ? Qui révèle que DSK arrive, en tout cas pour les Français, pour les sondés, DSK arrive avec 34%, Martine Aubry 26%, Ségolène Royal 14%, et François Hollande 3% ou 2%. Donc c'est-à-dire il a tout à remonter. Et c'est là qu'il lance effectivement ce grand mouvement, et qui est pour moi le premier round du grand match. Et là, en termes de communication politique, c'est très important aussi, ce 31 mars. Oui, il y a deux choses. D'abord, cette transformation physique, il sait l'expliquer et lui donner un sens, ce qui est fondamental. C'est-à-dire qu'il va tout de suite dire, alors pas dans un discours, mais quand il discute en aparté avec l'ensemble des journalistes, il leur dit « Comment pourrais-je demander de la discipline et de l'effort à la France si je ne suis pas capable de me l'imposer à moi-même » Et ça, déjà, c'est un truc intéressant. Deuxième chose, qu'on n'a pas assez répété, et que tous les socialistes disent à l'époque, tout le monde sait que Strauss-Kahn, c'est sur la crête. Tout le monde sait que c'est risqué. Et tout le monde sait qu'il peut se passer n'importe quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est que personne ne sait quoi, personne ne sait vous le dire. C'est là comme quoi il y a quand même des indicibles incroyables. Et lui va avoir cette expression. Il dira à tous les gens qu'il rencontrera, il faut un plan B, parce qu'on ne sait jamais. Et le plan B, c'est le plan H. Mais alors, si on vous entend depuis tout à l'heure, on entend beaucoup parler de Dominique Strauss-Kahn. Finalement, c'est ce qui pèse aussi dans cette campagne et qui fait que François Hollande a un boulevard. C'est ça, Hélène Jouan ? Non, mais Olivier Faure a raison. C'est que le fait qu'il soit candidat avant la disparition de Dominique Strauss-Kahn change tout. Parce que quand Martine Aubry va à son tour se lancer dans la bataille, elle portera sur les épaules pendant toute la campagne des primaires le pacte de Marrakech. Si j'y vais, t'y vas pas. Si t'y vas pas, j'y vais, etc. Et elle ne se défera pas de ça. Et François Hollande, le 31 mars, il avait fait d'ailleurs de son élection en Corrèze la condition d'ailleurs pour se déclarer aux primaires, même si le suspense n'était pas très grand, mais on avait tous marché là-dedans ou fait semblant d'y aller. Il pose effectivement cet acte-là quelques jours après. Moi, je me souviens, il vient à la matinale de France Inter. On est un peu dubitatif et sceptique parce qu'effectivement, il y a encore Dominique Strauss-Kahn dans les parages qui est censé débarquer dans la campagne. Et c'est cette constance-là qu'on va lui reconnaître à partir du 31 mars qui va donner ce sens à la campagne aussi, à sa campagne. Mais surtout, ne laissons pas apparaître l'idée que s'il y avait eu DSK, François Hollande n'aurait pas gagné les primaires. Je crois qu'il y aurait eu un match extraordinaire. Et il attendait ce match-là. Il attendait cette finale dans les primaires avec DSK. Et il s'était préparé à ça. Et je crois que, parce que souvent, les commentateurs laissent entendre, mais s'il y avait eu DSK, c'était DSK. Ça, j'en suis pas certain. Alors nous sommes maintenant dans le vif du sujet. L'été est passé, c'est l'heure des débats de la primaire. Vous savez bien, on en a beaucoup parlé sur cette antenne. Ils sont organisés pour la gauche pour la première fois. Ils sont 6 à briguer la candidature face à François Hollande, Arnaud Montebourg, Manuel Valls, Ségolène Royal, Jean-Michel Baillet et Martine Aubry, la première secrétaire, qui l'accuse au cours de cette longue course d'incarner la gauche molle. Débat très vif au deuxième tour entre les deux finalistes. Écoutez la réponse de François Hollande, la gauche molle. Connais pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la gauche dure. Je n'ai pas envie d'ailleurs d'une gauche dure, très franchement. On sort de 5 ans d'une présidence brutale et on serait, nous, une candidature sectaire. Je ne le veux pas. Olivier Faure, cette gauche molle, la mollesse, ce consensus, c'est souvent des mots qu'on entend pour caractériser François Hollande. Pourquoi ? Est-ce que c'est vrai ?
Je crois que on va s'habituer à vivre, peut-être parce que pendant 5 ans on a vécu avec un président qui cherchait à opposer, à cliver en permanence. On s'est habitué à ce type de caractère. Moi, je crois qu'on va s'habituer à une autre forme de présidence, non pas consensuelle, mais une présidence au cours de laquelle on cherchera à établir des compromis, à dialoguer, à être en réalité. Olivier Faure, excusez-moi, je vous coupe, mais ces attaques, elles viennent de la gauche. C'est certes le débat des primaires, mais c'est des gens qui connaissent très bien François Hollande. Je suis pas sûr qu'il le connaisse. Enfin, je suis pas sûr que ça le décrive vraiment, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a dans son parcours montré qu'il n'était pas la gauche molle, c'est François Hollande. En fait, c'est pas parce que il a eu un physique qui pouvait, physique bonhomme, il ne l'a plus, effectivement. Et c'est très bien. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours tracé sa route. Et finalement, quand on regarde les choses, c'est l'un de ceux qui a le moins dévié. Simplement, c'est un bon marin. Alors, quand il y a des on vents dit qu'il ne s'est pas décidé, qu'il est toujours l'homme du consensus, qu'il va faire... Je crois qu'il en a fait maintenant la démonstration inverse. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'un bon marin, c'est pas quelqu'un qui prend tous les vents de face. Parce que quand on avance, quand on prend tous les vents de face, on recule. En réalité, lui, il s'est tiré des bords. Donc, effectivement, il prend tous les vents, tous les courants, et il sait très bien où il veut aller. Et il a fait, à travers ses 30 ans de vie politique, la démonstration que il part simple conseiller de l'Élysée, qui part sur les terres de Corrèze. Et puis aujourd'hui, il est là à la rencontre d'un destin qui est inattendu, pour reprendre le titre de Richard Michel. Enfin, c'est parce que c'est un homme qui a su tenir sa route, son cap, et là, qui a su avancer. Face au vent, ce ne sera pas simple quand même. Non, puis là, certes, c'est la mollesse a été un argument de campagne qui a été donné effectivement par la gauche, dont s'est beaucoup servi après Nicolas Sarkozy. Quand c'est flou, il y a un loup, a dit Martine Aubry. On l'a entendu chez Martine Aubry et après dans tout l'UMP pendant plusieurs mois. C'est quand même l'homme de la synthèse, c'est-à-dire que s'il s'est maintenu à la tête du Parti Socialiste pendant 11 ans, alors après on peut dire c'est un homme qui sait négocier, très bien, mais enfin c'est quand même l'homme de la synthèse. Oui, la synthèse, c'est un peu une obligation pour un chef de parti. Parce que, imaginons un chef de parti qui chercherait, y compris parmi les siens, à cliver en permanence et à opposer deux blocs. Il finirait par être chef de rien. Donc c'est une obligation. Et Martine Aubry, qui a été premier secrétaire après lui, a en réalité aussi réalisé la synthèse entre les différents courants. C'est une obligation. On va parler de la primaire, mais Richard Michel, sur cette prise de décision, vous qui avez écrit donc ce livre, L'inattendu, qui avait suivi François Hollande, c'est un homme qui s'est décidé, vous êtes d'accord? Comme dit Olivier Faure. Mais je pense effectivement que c'est un homme qui s'est décidé et qui s'est managé. Et manager le Parti Socialiste, il faut se lever de bonne heure pour manager ce parti. Vous le savez, il fonctionne... Olivier Faure le connaît bien, en tout cas. Oui. Il fonctionne en motion, il fonctionne... Et tout ça de manière des fois contradictoire. Et puis ensuite, il a assumé. Ce que tout le monde oublie, parce qu'à la fin, quand il a quitté le premier secrétariat du Parti Socialiste, on l'a accablé de tous les maux. Ce que l'on oublie, c'est qu'il a quand même réussi à bien diriger, comme le dit Olivier Faure, le navire, parce qu'ils ont gagné les municipales, il a gagné les municipales, il a gagné les européennes, il a gagné toute une série d'élections. Il n'a pas gagné le référendum sur l'Europe. Et pour cause. Et pour cause, le parti était divisé. Une question qu'on peut se poser peut-être aux spécialistes de la communication politique, quand on parle de mollesse, est-ce que c'est une image qui reste? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle reste, alors d'abord, je crois deux choses. Je crois qu'elle reste si elle n'est pas corrigée. Elle a été corrigée? Ah bah, 2 fois. Oui. 2 fois. 2 fois. D'abord, Martine Aubry lui fait un cadeau inimaginable. Parce qu'il a à sa droite Valls et Baillet, il a à sa gauche Aubry et Arnaud Montebourg, il est en point d'équilibre. Ensuite, les gens, et là, je suis obligé d'avoir un argument d'autorité aujourd'hui qui est de vous dire, j'ai 2 années ou 3 années d'études qualitatives que je vois quotidiennement, les gens ne veulent plus de ça. Les gens ne veulent plus de discours hachés, ne veulent plus d'une France déchirée, ne veulent plus de violence dans le débat politique. Donc là, il est en point d'équilibre extraordinaire, et avec cette histoire de flou, il y a un loup, etc., elle permet à ce que le débat se joue sur le caractère et pas sur le contenu. Et puisque finalement la primaire, le débat sur les idées aura été fait d'un côté par Manuel Valls, de l'autre par Arnaud Montebourg, mais au milieu, finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu ce débat sur le caractère. Le deuxième moment où on lui, vraiment, et c'est un cadeau du ciel pour lui, c'est Alain Juppé, dans le débat, qui aurait dû être politiquement calme et normal durant tout un débat. Il y aurait eu match nul, et alors? Et alors?
Mais là, Alain Juppé va l'attaquer sur sa mollesse. Et là, à ce moment-là, François Hollande va réagir d'une manière merveilleuse. Et là, à ce moment-là, l'histoire est réglée. Aubry d'un côté, Juppé de l'autre, les deux caractériels du moment, un à droite, l'autre à gauche, c'est réglé, ça a basculé et c'est fini. On ne pourra plus jamais le lui faire. Vous parliez des primaires, eh bien le 16 octobre au soir, François Hollande sort victorieux de la primaire. Il sera donc le candidat socialiste à la présidentielle. Un nouveau pas de plus est franchi. Écoutez-le le soir même à la Maison de l'Amérique latine devant ses partisans. Soyez conscients de ce qui est finalement notre responsabilité historique, c'est-à-dire d'être capable de faire que le 6 mai 2012, il y ait un successeur à François Mitterrand. Ça fait longtemps, trop longtemps, que la droite est au pouvoir. 10 ans déjà, 10 ans comme disait l'autre, ça suffit. Et moi, je veux m'inscrire dans les démarches, dans les méthodes, mais aussi dans les politiques qui ont été menées avant nous et qui suscitent pour moi le plus grand respect. C'est pourquoi je fais référence et à François Mitterrand et à Lionel Jospin, parce que ce sont deux hommes dans des situations historiques différentes qui ont donné fierté à la gauche et au Parti socialiste. Alors voilà, à nous, à cette nouvelle génération, parce qu'il va falloir renouveler, il va falloir de nouvelles équipes, de nouveaux visages, des femmes, des jeunes, quelques hommes, il en faut. Alors là, Hélène Jouan, on le voit, il est entouré par les gens du Parti Socialiste, et ça, c'était pas gagné, et après on aura la réponse d'Olivier Faure. Oui, c'est une des grandes victoires, parce qu'effectivement, là, on sent que le Parti Socialiste va aller uni à la bataille, ce qui n'était quand même pas le cas en 2007, et à l'époque, il avait d'ailleurs une responsabilité dans cette désunion du Parti Socialiste autour de la candidate Ségolène Royal, et puis on voit bien que là aussi, on a tous les thèmes de la campagne, c'est-à-dire renouer le fil de l'histoire de la gauche, en parlant de Mitterrand, il y a l'anti, jusqu'à Lionel Jospin, jusqu'à l'anti-sarkozysme et le rejet de Nicolas Sarkozy et le rassemblement. Et donc là, effectivement, il redonne un nouveau point de départ à la campagne qui s'annonce. Olivier Faure, le soutien de tout le Parti Socialiste, c'était loin d'être gagné, non ? Vous voyez que, pour faire le pont avec ce que vous disiez juste avant, il y a besoin de rassemblement et de synthèse, et que c'est aussi une des clés de la victoire, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles François Hollande était l'homme de la situation, parce qu'il avait la capacité à rassembler un parti, un camp, et à l'emmener à la victoire. Mais quand on a vu les débats des primaires, c'était, je répète encore une fois, c'était loin d'être gagné. Quand on a vu les pics de Martine Aubry jusqu'à Arnaud Montebourg, c'était pas facile. Mais c'est le jeu que chacun va accepter quand même, les primaires. Donc il fallait bien qu'à un moment donné... Oui, finalement utile. On fera un jour le bilan de tout ça, parce qu'il y a d'autres aspects qui doivent être corrigés, mais c'est vrai utile parce que ça correspond habituellement... On a un parti socialiste qui est plutôt qui vit en régime parlementaire, hein, et on a des institutions qui sont celles de la 5e. Et donc il y a un hiatus permanent entre ce que nous pouvons faire à l'intérieur et puis ce qui se passe à l'extérieur. Et donc les primaires viennent corriger cet aspect-là. Mais elle contribue. Visiblement, on n'est pas totalement d'accord de l'autre côté de la table. Philippe Lanchet. Ah si. Moi, je pense que les primaires, c'est décisif et que c'est le coup de génie. Mais le coup de génie de la politique de ces dernières années. Il n'y a rien qui égale ça. Pour une raison toute simple. Dites-vous bien ce que c'est qu'une élection présidentielle pour l'opposition. Le ministère de la parole, on est dans l'opposition, on n'est pas aux affaires. Donc on est vindicatif. Les primaires opèrent une transformation exceptionnelle. Vous êtes dans le programmatique et virtuellement, vous êtes aux affaires car vous proposez. Et en plus, vous avez votre propre position interne à travers ces débats qui vont faire que celui qui sort est celui qui est programmatiquement prêt. Et ensuite, il a l'onction du suffrage universel, il est élu. Donc ce qui permet à François Hollande de commencer cette présidentielle dans une situation quand même inimaginable. Pensez juste qu'il y a une inversion des rôles. Vous avez un président sortant qui va être un challenger et celui qui entre qui est un président. Comment peut-il l'être? Parce qu'il a été élu dans des primaires. Alors Richard Michel vous répond. Tout à fait d'accord avec Philippe, parce qu'effectivement, il y a ce bouleversement qui s'opère. Hein, et François Hollande apparaît président pour une simple raison. C'est que ce moment-là est un grand moment politique. Quand vous discutiez à l'époque, et je le rappelle dans mon livre, avec des gens de l'UMP, ou même avec des dirigeants du Parti Socialiste, personne n'a vu arriver les 3 millions de votants.
Personne n'a vu la participation politique à ce moment-là. C'est complètement inédit. Et c'est là que je dirais, c'est le milieu du grand match. C'est là que, encore, François Hollande marque des points. Parce que, je l'ai dit... Donc c'était un long parcours, Richard Michel. Il marque des points. Très, très long parcours. Plus d'un an de campagne, Olivier Faure, vous êtes d'accord. 3 années de travail de François Hollande, cette victoire. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est quand même méritée. Alors, François Hollande, il sillonne la France depuis presque un an. Et au mois de février, un meeting va lancer définitivement sa campagne. Il se tient au Bourget. Tous les dirigeants du Parti socialiste sont présents. La salle est comble. Ils sont venus écouter leur candidat, venu leur annoncer ceci. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je suis. Je veux conquérir le pouvoir, mais je ne suis pas un vorace. Je veux simplement le mettre au service des Français. Le pouvoir, j'en sais la nécessité, l'utilité, j'en connais les dérives. Je suis placide avec ces choses. J'ai fait de l'engagement ma vie entière. J'ai sacrifié beaucoup. J'ai donné, j'ai reçu du temps, du travail, des coups. Mais j'ai une cohérence, je m'y tiens. Je suis constant dans mes choix. Je n'ai pas besoin de changer en permanence pour être moi-même. Hélène Jouan, ce discours du Bourget, c'est un discours fondateur, c'est le François Hollande tel que vous connaissez? Oui, c'est surtout un discours qui montre son intelligence politique, stratégique et médiatique. Parce qu'en gros, on attendait un peu le discours de Nicolas Sarkozy en 2007, porte de Versailles, le fameux « j'ai changé ». D'ailleurs, François Hollande y fait allusion. Donc on s'attendait à un discours assez personnel, où il allait nous parler de lui, d'où il venait, comment il s'inscrivait dans cette histoire. Et en réalité, il fait un discours très politique, très programmatique, très à gauche d'ailleurs par rapport... Et on l'entendra juste dans un instant sur un thème très donc précis. Il prend aussi tout le monde à contre-pied et je crois qu'il rassure les gens qui l'écoutent et qui sont au Bourget, dont certains étaient encore un petit peu attentifs, à savoir s'ils avaient vraiment envie de s'engager derrière cet homme. Et il leur donne les raisons, mais encore une fois, des raisons fortes, parce que programmatiques, de s'engager derrière lui. C'est vrai ça, Olivier Faure, les gens sont rassurés après le Bourget? Vous le sentez, ça, auprès des militants du Parti socialiste, des gens qui vous abordent peut-être dans la rue? Ce que je dis plutôt, c'est qu'il a essayé de maîtriser le temps, parce que justement, on a une campagne qui a duré très 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 longtemps. Et donc, il y a eu une impatience qui s'est exprimée en novembre-décembre, même janvier, et tout le monde venait demander le projet, est-ce qu'il a quelque chose à dire, etc. Et donc, et lui, il avait depuis très très longtemps, je pense à une discussion que nous avons eue un an avant, où il avait déjà fixé la date du Bourget en réalité. Il savait très bien quel était le tempo d'une campagne, il connaît la grammaire particulière d'une campagne électorale présidentielle, et donc il savait qu'à ce moment-là, il fallait qu'il donne les éléments, pas avant, pas après. Et d'ailleurs... Donc tout était programmé en fait, ce que vous nous dites aujourd'hui. Je pense que... À la minute près, au jour près. Pas à la minute près, mais au jour près, oui, je pense qu'il était... Ça fait très longtemps qu'il a une claire conscience de ce que seront les rythmes de la campagne et de ce qu'elle doit être. Il l'avait construit il a construit dans sa tête depuis très très longtemps. Oui, c'est pas du tout... il n'a pas improvisé. D'ailleurs, toute sa campagne le montre, c'est que quand il... finalement, à un moment donné, il impose l'idée que lui ne change pas. Parce qu'il a déjà tout mis sur la table et qu'il n'a pas besoin d'improviser jour après jour. Il est dans une situation où, oui, c'est construit et il sait où il va. Richard Michel. Oui, je pense qu'effectivement, il avait travaillé sur le scénario politique de la montée en puissance de sa candidature. Mais il y a autre chose qui, sans doute, y pense-t-il, je ne sais pas. Mais c'est, je dirais, la dimension héroïque, je me permets ce mot, là on dépasse le normal, il prend une dimension héroïque, parce que là, il y a une adhésion à ce qu'il est à ce moment-là, au Bourget. Et c'est pas simplement le meeting, c'est parce que les chaînes d'information, les chaînes parlementaires retransmettent ce grand discours, et là, il est installé dans cette dimension héroïque, et il y a un basculement. C'est pas il y a le rejet, il y a toujours le rejet contre Nicolas Sarkozy, mais il y a une nouvelle adhésion à ce nouveau personnage qui commence à devenir le héros de la gauche. Richard Michel, héros de la gauche, c'est peut-être aussi avec une phrase clé que vous allez entendre tout de suite. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Philippe Lynchner, ce mot adversaire de la finance,
pour vous, c'est quelque chose de très marquant et qui va aussi beaucoup rythmer la campagne. Ben, c'est formidable. C'est formidable. Ben oui, pour une raison toute simple. Il ne sera pas Ségolène Royal. Pourquoi Ségolène Royal en 2007 perd? Parce que Ségolène Royal ne donne pas au départ les marqueurs. Elle fait peur à son camp et des gens, avec un paradoxe formidable, on l'a compris après, des gens de gauche vont aller voter François Bayrou parce qu'au moins ils se disent c'est un laïc républicain, on a le socle avec lui au moins. Et il va manquer les 3 points qui manqueront jusqu'au bout à Ségolène Royal. François Hollande, lui, a compris ça et fait tout de suite les bons choix puisque derrière ça, il va dans les usines et derrière ça, il refuse de tomber dans le tonneau des Danaïdes de la gauche, qui est l'Europe, et il ne tombera pas dans le piège que lui tendra Nicolas Sarkozy sur l'Europe. Hélène Jouan, vous êtes d'accord? Là, c'est là où il marque son empreinte, finalement, à gauche, et son marqueur. Oui, non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a quand même gagné notamment les primaires plutôt au centre-gauche, c'est-à-dire que c'est pas un social-démocrate. C'est un social-démocrate qui n'a pas fait des promesses quand même inconsidérées. Il a beau dire qu'il veut réenchanter le rêve français, il ne nous annonce pas des lendemains qui chantent. Il a pris en compte effectivement la crise, l'état des finances publiques, etc. Mais il donne effectivement ces marqueurs qui font plaisir au peuple de gauche et dans lequel le peuple de gauche doit se retrouver pour un moment donné mettre effectivement son bulletin dans l'urne. Il n'y a pas justement un antagonisme quand on dit un social-démocrate et là l'ennemi de la finance, Olivier Faure, vous n'aviez pas peur à ce moment-là? Non, d'abord ça correspond à une conviction. Dans un monde en crise, pour des raisons que chacun connaît aussi, ça correspond à ce qu'il avait envie de dire, mais ça permet aussi, dans le débat présidentiel, à un moment où naissent un certain nombre de doutes sur sa capacité à affronter Nicolas Sarkozy, il se choisit un ennemi qui est plus grand que Nicolas Sarkozy. Ça aurait été un adversaire logique. Il n'en parle pas. Il parle de la finance, qui est son vrai adversaire. C'est-à-dire que Sarkozy, en réalité, n'est que le fondé de pouvoir de la finance, et lui, il s'adresse directement à l'adversaire, qui est la finance. Et c'est là que, dans ce discours-là, on sent une force. Il s'est choisi la bonne dimension. Et il n'y a pas une faute, finalement, dans la campagne. On arrive au soir du 22 avril, le soir du premier tour. François Hollande est en tête, mais il en appelle à la mobilisation. Le 6 mai, je veux une victoire, une belle victoire, à la hauteur de la France, de son histoire et de son avenir. Et pendant tous ces jours qui me sépareront du second tour, je continuerai à rencontrer les Français, à les mobiliser et leur dire la fierté qui est la mienne de conduire cette campagne et qui sera, s'ils en décident, la fierté de conduire le pays comme président de la République. Merci. Richard Michel, juste avant le premier tour, finalement, vous diriez qu'il n'y a pas eu une faute pendant cette campagne de la part de François Hollande? Non, je pense qu'il y a toujours cette montée en puissance, et on n'en a pas encore parlé, le coup de génie, parce qu'il a du flair politique, c'est indéniable, c'est comme ça, hein, c'est un commentaire qu'on peut faire, c'est pas laudateur, c'est qu'il, sur l'Europe, il fait le coup de maître. Hein, il fait le coup de maître quand il dit « je veux renégocier le traité européen ». Et c'est là qu'il... Angela Merkel qui lui donne raison après, voilà, pendant cette conférence de presse aussi. C'est là qu'il plaque à terre, comme on dit au rugby, qu'il plaque à terre Nicolas Sarkozy, qu'il ne se pose plus d'ailleurs en protecteur à ce moment-là, alors que lui le fait, et il est porteur des intérêts nationaux. Et je trouve ça, en termes politiques, c'est un coup de génie. Philippe Lachner, là-dessus? Je peux que dire oui. D'accord. Olivier Faure, est-ce que, pour vous, le soir du 22 avril, il y a encore des doutes? Vous en parlez sûrement avec François Hollande. Est-ce que, oui, sincèrement, ça y est, l'élection est terminée, on peut peut-être en parler oui, vraiment. Il y a toujours un doute jusqu'au moment où on apprend que le candidat est élu. Et donc, je l'ai eu souvent hier après-midi, et puis au moment de l'annonce des résultats, puisque je l'ai appelé pour lui donner les premières estimations. Et jusqu'à la fin, on se pose la question de savoir si les électeurs seront au rendez-vous, parce qu'un sondage, c'est pas une élection. Mais c'est vrai que le premier tour était déjà annonciateur de la dynamique qui s'était créée. Donc il y avait une confiance, mais pas d'assurance. Et je pense qu'il y avait de l'émotion hier quand il l'a appris. Oui. Hélène Jouan, sur cet entre-deux-tours, ou en tout cas au 22 avril au soir? Les derniers jours quand même de cette dernière semaine, on a senti quand même que les sondages donnaient des courbes qui se resserraient. Et on a senti que dans les discours de Toulouse, puis de Périgueux, il y avait un appel à la mobilisation qui est un peu plus fort, parce que tout à coup, j'imagine que François Hollande et les siens devaient se dire et si Nicolas Sarkozy avait raison de croire à ce trou de souris dans lequel il peut passer. Alors,
on a bien vu que là, il y a de la marge, mais enfin, c'est pas non plus une victoire écrasante. Olivier Faure, est-ce qu'il a été marqué, lui, dans sa chair, par le score du Front National? Oui, bien sûr, mais je voudrais juste dire une chose à Hélène, parce que c'est assez marrant, parce que c'est... dernier jour de campagne, il est en fait à Forbach, puis à Périgueux. Et pour ceux qui l'ont écouté les 2 fois, il y a une rupture dans le discours entre Forbach et Périgueux. Et entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je l'ai appelé pour lui dire qu'il y avait 2 enquêtes, en l'occurrence, qui annonçaient une baisse dans les sondages. Et donc, on comprend à ce moment-là qu'il faut redonner des signaux forts à notre électorat, qui ne se démobilise pas et qui ne considère pas comme acquis une victoire qu'on a annoncée depuis tellement longtemps et qui serait presque donnée par avance. Parce qu'à Forbach, il dit « nous sommes si proches de la victoire », à Périgueux, il dit « attention, rien n'est gagné ». Exactement. Parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui peut se passer, qui est assez logique. Vous regarderez que dans toutes les enquêtes d'opinion qui précèdent de 2 jours l'élection présidentielle, on a toujours un resserrement qui s'opère ensuite. Parce que les Français ont quand même une famille politique d'origine et la transgression est toujours difficile. Donc ça explique ce resserrement de fin de parcours. Richard Michel. Ce qui est intéressant, et on n'a pas peut-être toutes les données, je ne sais pas si Olivier Faure les a, mais on voit bien effectivement que quand Nicolas Sarkozy remonte, c'est sa politique de la trouille, comme je la qualifie. C'est-à-dire que là, il est en train de désigner les étrangers, il est en train de désigner, je dirais, l'idée du vote pour les étrangers. Et puis de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a ces nouveaux citoyens qui ne s'étaient pas encore exprimés, qui sont français, mais qui ont des parents étrangers et qui sont venus très très nombreux dans les urnes, j'ai l'impression. Et ça serait intéressant de voir comment la peur et le rejet de cette peur par d'autres a dû jouer sur le deuxième tour. Alors on arrive aussi remobiliser le camp de Nicolas Sarkozy dans les derniers jours. Alors justement, il y a aussi cet affrontement que tout le monde attend, hein, c'est l'événement, le fameux débat d'entre-deux tours entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. 18 millions de téléspectateurs. Peut-être, un moment clé, vous nous le direz, que retiendra-t-on dans cette histoire, cette tirade peut-être de François Hollande? Moi, président, écoutez. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Je laisserai ça à des instances indépendantes. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. Bon alors Olivier Faure, je sais qu'on vous a beaucoup posé la question. Cette tirade a été préparée ou pas? Mais dans un débat, tout le monde vient en ayant pensé à ce qu'il va dire, et notamment dans les moments de conclusion. Donc évidemment, il savait qu'il aurait à dérouler à un moment cette tirade. Mais il avait l'espace pour le faire à ce moment-là, surtout que Nicolas Sarkozy ne lui répond pas. Oui, bien sûr, mais tout se construit dans un débat comme celui-là, vous en connaissez l'importance, et donc il s'était conservé du temps pour le préparer, contrairement à d'autres débats qu'il avait peut-être... beaucoup préparé, Olivier Faure? Beaucoup non, parce que ça fait, là aussi, c'est toujours pareil, on fait comme si on devait bachoter. En réalité, c'est quelque chose qu'on imagine dans la durée, et ça fait longtemps qu'il s'y prépare. Il a été bon sur ce débat, Philippe Linchner, en termes de communication politique, hein, là on parle vraiment... Uniquement comme ça, en termes de parce que bon, le fond c'est un autre sujet, mais en termes de communication politique, il a enfoncé le clou sur une chose extraordinaire qui était qu'il était le président en place. Il a mené le débat, il a imposé ses thèmes, et Nicolas Sarkozy a été incapable d'avoir, souvenez-vous, du Monsieur le Premier ministre de François Mitterrand avec Chirac. Là, cette chose-là a été rendue impossible. Quand on regarde à nouveau, c'est extraordinaire j'invite nos téléspectateurs à le reprendre et à regarder tout ce qui s'est dit. Parce que le style, moi, président de la République, laisse à penser qu'il dit voilà ce que je vais faire. Or,
moi, président de la République, derrière, il attaque sur chacun des points et d'une manière incroyablement agressive ce que faisait Nicolas Sarkozy. Donc c'est une façon présidentielle d'être un challenger ou un outsider et de taper. C'est donc très très subtil et très complet. Hélène Jouan, qu'est-ce que vous retiendrez de ce débat ? Le silence de Nicolas Sarkozy. Je trouve que ce qui est le plus remarquable... Son erreur peut-être ? Oui, alors le silence au moment où il y a cette litanie d'anaphore, où quand même, 16 fois, François Hollande répète « moi, président de la République ». Il a donc 16 occasions, Nicolas Sarkozy, de l'arrêter, de lui dire qu'il ne l'est pas encore, de lui dire, enfin je ne sais pas, de lui dire quelque chose. On ne l'entend pas, mais ça conclut le débat. Et ça conclut un débat au cours duquel, effectivement, François Hollande a été toujours devant. Il a eu la chance, en plus, par le tirage au sort, de commencer. Donc il a pu défendre ses propositions et descendre le bilan de Nicolas Sarkozy qui n'a jamais pu, lui, exposer son projet. Richard Michel. C'est dommage qu'on n'ait pas eu les plans de coupe, parce que effectivement, c'est la loi, c'est comme ça. Oui, mais c'est extraordinaire, parce que d'après quelques indiscrétions, si vous voulez, dans la salle qui jouxtait l'équipe de Nicolas Sarkozy, il y a quelqu'un qui a dit mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il répond pas? Il était sonné, il était dans les cordes. C'est la fin du 15e round, et sachez quand même une chose, on le dit pas non plus, c'est que le round d'avant, il a perdu Nicolas Sarkozy. C'est le jour de la fête du travail. Là, quand il a fait l'erreur manifeste d'attaquer les syndicats et de parler du faux travail. Et ça, c'est, je dirais, il a mal géré sa fin de match. Bon, en tout cas, Olivier Faure n'est pas totalement d'accord, mais on va avancer, on va continuer. Je suis d'accord sur le fond, et en même temps, malheureusement, c'est tout le problème de cette campagne, c'est que Nicolas Sarkozy a souvent touché juste dans les fractures qui sont au cœur de la société française, et en même temps, au lieu de chercher à les résorber, il les élargit, et de ce fait, il fait mal au pays, mais voilà, bon, ce serait un autre débat. Voilà, on est donc dans l'après-débat, et comme tout bon socialiste, dernier meeting, il se tient à Toulouse, là où François Mitterrand et même Lionel Jospin avaient l'habitude de terminer leur campagne, place du Capitole, devant des milliers de personnes. Il sent la victoire toute proche, avec un ton très mitterrandien. Écoutez. Et nous lui disons, si nous l'emportons, et nous l'emportons, le 6 mai, je veux que ça efface le souvenir cruel du 21 avril 2002. Et que nous écrivions enfin la page que nous aurions dû, d'ailleurs, déjà ouvrir cette année-là. Philippe Lachner, sur le côté Mitterrand, on voit la position, on voit beaucoup de choses. Le mimétisme poussait peut-être un petit peu trop loin pendant cette campagne, ou pas? Pas, parce que prenez les pyramides d'âge, prenez les classes d'âge, et qui s'en souvient? Voilà, et ensuite, souvenez-vous peut-être nous, autour de cette table... Mais nous, non, les amoureux de la politique, vous vous rendez compte, il faut se souvenir de meetings ou de discours qui avaient lieu dans le cadre du Parti Socialiste d'Épinay, etc. Il n'y a que des gens qui ont 50 ans et plus et qu'il y a des grands socialistes. Par contre, je crois que, comment dire, il y a des humus culturels dans des pays et il y a des choses qui voyagent. Et donc là, en étant à nouveau, mais physiquement, cette façon de se tenir, cette façon de se tourner, cette façon de se mettre en biais face à la tribune, il a été dans les pas de François Mitterrand, et il faut reconnaître que cet homme que l'on qualifiait de politicien de la 4e République a été un merveilleux candidat de la 5e. Hélène Jouan, le successeur de François Mitterrand. Par contre, je trouve que dans cette image, il faut être un tout petit peu moins vieux pour se souvenir peut-être de 2002, et ce qui est assez émouvant, c'est la présence de Lionel Jospin à Toulouse, sur les terres qui ont été les siennes pendant un moment. Lionel Jospin qui, au cours de la campagne, il y a eu des phrases assez jolies, notamment dans l'Express, je crois, en disant « Si victoire il y avait de François Hollande, cela allégerait mes peines ». Et je trouve que François Hollande et Lionel Jospin côte à côte à Toulouse, ça avait du sens. Et encore une fois, là, il ne fallait pas remonter à 1981 pour dire aussi qu'il y avait une blessure qui se refermait peut-être pour le peuple de gauche avec l'éventuelle victoire de François Hollande. C'est ça, Olivier Faure. Hier soir aussi, non, mais François Hollande l'a dit, il avait l'affront, réparer les blessures. Oui, réparer certainement le plus mauvais souvenir des socialistes sous la 5e, et renouer avec quelque chose qu'on avait. Enfin bon, je repense. Oui, il y a même à de la l'émotion, soirée, comme vous le dites. oui, mais je repense parce que, quand tout à l'heure on se demandait depuis quand François Hollande souhaite-t-il être président de la République. Je ne sais pas si c'est le 21 avril 2002 qu'il a souhaité le devenir, mais je me souviens très bien de la soirée que nous avons passée ensemble. On était à l'atelier de campagne, Lionel Jospin venait d'annoncer son retrait de la vie politique, et on était assis sur les marches qui étaient au bas de son pupitre. Peut-être qu'Hélène était là d'ailleurs. J'étais au tapis rouge, désolé. Ah non, mince. Et on était assis...
complètement chaos. Et ce sont les journalistes qui, au fur et à mesure, interrogent François Hollande et l'interrogent comme le nouveau chef de la gauche, ce qu'il n'avait jamais été. Il avait été de fait le porte-parole de Lionel Jospin. Et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience, sous nos yeux, de la nouvelle dimension qu'il est en train d'acquérir. Et c'était quelque chose, et je pense que le 21 avril, dans sa tête, est quelque chose d'extrêmement puissant, et comme ça l'est pour nous tous, parce que ça a été un traumatisme, et c'est difficile de dépasser les traumatismes. Alors, on arrive... Là, c'est la meilleure façon de le faire, c'est par une victoire, oui. On arrive justement à ce mot, à cette victoire. On va boucler la boucle. C'était hier soir à Tulle, un peu après les résultats, donc après l'annonce, après 20h. Il est à Tulle dans sa ville et il s'exprime. Au moment où le résultat a été proclamé, je suis sûr que dans bien des pays européens, ça a été un soulagement, un espoir. L'idée qu'enfin, l'austérité ne pouvait plus être une fatalité. Et c'est la mission qui désormais est la mienne, c'est-à-dire de donner à la construction européenne une dimension de croissance, d'emploi, de prospérité, bref, d'avenir. Alors on va faire un petit tour de table rapide, il nous reste 2 minutes pour conclure cette émission. Richard Michel, ça y est, à ce moment-là, François Hollande est habité par la fonction, vous pensez? Je pense qu'il est chef d'État. Jacques Chirac l'avait dit bien avant, hein, souvenez-vous, dans ses mémoires. Mais je crois que la chose importante qu'il faut constater avec cette victoire, c'est que je crois que, si vous voulez, François Hollande, avec cette victoire, régénère le Parti socialiste. La seule question, il ne faut pas que le Parti socialiste gâche cette affaire, et pour qu'il ne la gâche pas, il faudra que François Hollande garde bien en main le sabre du pouvoir, comme je l'écris à la page 13 de mon livre. Philippe Lachner, un mot de conclusion. Je crois qu'il est président de la République désormais, et quand on voit la façon dont il a mené cette campagne, je pense qu'aujourd'hui il n'est déjà plus le même homme qu'hier. Et personnellement, et je prends un pari, il n'y aura pas très long à attendre, on sera très surpris sur le choix des ministres, sur la formation du gouvernement, ça n'ira pas comme on le pense. Hélène Jouan également. Non, moi je trouve moi je trouve que là, à Tulle, il n'a pas encore pris la mesure de l'événement. Il n'est pas encore dans son costume de chef d'État parce qu'il se conduit encore, il parle encore comme un candidat. Il a la voix un peu haute et puis il ne dit rien de plus. Et je trouve qu'à la Bastille, quelques heures plus tard, quand il s'adresse au peuple de la Bastille, là il y a quelque chose qui change. Alors j'imagine que quand une responsabilité comme ça vous tombe sur les épaules, même si on la prévoit et même si on l'espère depuis longtemps, il faut un peu de temps pour se mettre dans le costume et que là il y a eu un petit. Alors Olivier Faure, quand vous l'avez au téléphone à ce moment-là, cette transformation, vous l'avez sentie, vous, au son de sa voix? Je ne sais pas si... l'émotion, en tout cas, sûrement. L'émotion, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je suis d'accord avec Hélène, c'est pas encore le président qui parle, mais c'est le candidat qui referme une page et qui a déjà la nostalgie de cette campagne, parce que ça a été un moment formidable pour lui, de rencontre avec les Français et un moment d'expression, et il adore ça. Et pour ceux qui ont été à Bercy il y a une semaine ou 10 jours, il y avait déjà cette nostalgie qui pointait. En fait, nous avions chanté la Marseillaise. Il restera nostalgique de sa campagne, finalement. On avait lancé le générique de fin, en quelque sorte, et à ce moment-là, il revient vers le micro et il reprend, comme pour un rappel, parce qu'il avait encore envie de revenir, de partager encore une émotion, et parce qu'il sait que c'est Paulin, il va falloir la quitter, il va falloir rentrer dans la vie présidentielle. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments durs qui vont arriver, Olivier Faure, c'est ça? Il va prendre conscience. Oui, bien sûr, il y a des moments durs, il le sait, mais il en a tout à fait conscience. Simplement, c'était au revoir dans cette peau-là, à cette peau-là, et puis on va se retrouver ailleurs et autrement, mais encore un moment de plaisir partagé. Ouais. Merci à vous 4 de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Merci à Simon Barbary, Oriane Mancini, Jean-Philippe Lefebvre. Bonne journée à tous sur Public Sénat. Ici, chez Sonia B,